La rangée de droite qui commence pareil. Il y en a un qui commence contre le mur et un qui commence là. Ils vont poigner. Après, hop, une fois double check. Bien. Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette dégustation de vin de Turquie. J'espère que ça va être une belle découverte pour vous, comme cela a été pour moi. Je vais déguster d'une façon, disons, j'espère pas trop technique, le plus simple, le plus compréhensible possible. Et vu que n'est pas nombreux, si vous avez n'importe quelle question sur la dégustation sur le vin, vous pouvez intervenir, poser des questions, il n'y a pas de problème, ça serait bien qu'il y ait un peu d'échange. Donc je me présente, je suis Paolo Basso, je suis un sommelier italien d'origine, suisse de deuxième origine, de deuxième domicile. Et je suis là parce que j'ai le titre aujourd'hui de meilleur sommelier d'Europe et deuxième meilleur sommelier du monde. À mon côté, il y a M. Taner Pogopotou, qui est le responsable de la promotion des vins turcs et qui va justement m'épauler pour tout ce qui est répondre à vos questions, tout ce qui concerne le marketing, le vin, l'histoire, la culture. Moi, je pense qu'on peut commencer avec le premier vin. On peut commencer la dégustation avec le premier vin. À ceux qui sont des régions également de production vitivinicole, qui sont assez différentes. Et juste un peu pour l'histoire, la vigne était présente en Turquie. La vigne est là-bas. La vigne était présente en Turquie. On prend la Turquie, l'Arménie, la Syrie. Donc c'est là que on pense, les archéologues pensent que c'est le berceau de la viticulture. Donc un berceau historique est également un berceau, si vous voulez, botanique, parce qu'il y a beaucoup d'espèces de Vitis vinifera qui proviennent de cette région. Aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui la géographie vitivinicole suit un peu la région en rose, le Marmara, qui est tout près de la Bulgarie, qui est tout près de la Thrace en Grèce, et qui bénéficie de conditions climatiques un peu, si vous voulez, méditerranéennes. C'est une région également méditerranéenne, avec une différence, par contre, pour ce qui concerne le climat, parce qu'il y a certaines régions à l'intérieur qui commencent à être un peu plus élevées, et donc avec un climat un peu frais. Pour ce qui concerne les sols sont assez différents. On peut trouver du sol un peu calcaire, argileux, et très intéressant, très fin. Pour ce qui concerne le vin. On a des sols également botaniques que le monde anacorien. Là aussi, c'est très différent. On peut trouver des sols très différents, des hauteurs très différentes. On peut monter, avoir de la vigne jusqu'à 1100 mètres d'altitude, donc des régions qui bénéficient bien sûr d'une excursion thermique très importante entre le jour et la nuit, ce qui fait des peaux, des becs reflets un peu dorés, et un petit reflet qui va vers même une couleur légèrement un peu plus rosâtre. Bien sûr, on n'est pas dans la bonne ambiance pour attrayante et très lumineuse. Ce qui concerne la viscosité, c'est une viscosité
assez consistante, donc un vin qui pourra annoncer une belle persistance, il a une belle qualité. Nous sommes sur un vin de style un peu ce que j'appelle un vin moderne. Un vin moderne parce qu'on a ces arômes fruités, floraux, le côté arôme de déjeuner. Les notes restent un peu du même niveau, de la même intensité, et nous avons une note un peu plus intense qui va vers une touche à peine de banane, à peine, parce que je dis la note de banane, quand elle est présente trop violemment, c'est pas positif pour un vin, là c'est vraiment présent très légèrement. Nous avons également une note de kiwi. Donc voilà, on a aussi le côté un peu tropical, donc fruité, mais également le fruité un peu tropical de ce vin. On trouve une petite. Nous avons un vin sec, mais néanmoins nous avons, grâce à ce côté un peu rond, une petite sensation d'une petite note, un peu de sucre résiduel qui donne justement ce côté un peu rond, souple et mielleux. Ensuite, nous avons une évolution au palais croissante, le vin se développe. Il a une structure moyenne, avec une belle acidité qui donne de la fraîcheur. L'alcool est bien présent, donc on a un alcool et une acidité qui sont très bien équilibrés et qui donne une extraction qui donne de la saveur du goût en bouche. Ensuite, nous avons vers la partie finale de la dégustation où nous retrouvons un vin expressif pour ce qui concerne la rétrofaction. Tout ce qu'on sent en rétrofaction, c'est un peu les arômes qu'on avait au premier nez, et on sent un petit peu plus cette note légèrement agrumes, tropique, fruits tropicaux et légèrement fumée. On sent la note un peu fumée en avant. Et après, une belle finale de moyenne persistance, mais assez goûteuse, assez, je dirais, sapide. Pour sapide, j'entends cette petite note un peu saline qui me reste dans la bouche et qui donne le caractère de ce vin. Donc voilà, nous avons en général, en résumé, un vin moderne, je répète, un vin souple, d'une approche facile, qui peut être, entre guillemets, compris par un large public de consommateurs. C'est un vin d'une interprétation assez facile, qui est prêt à boire aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il se donne déjà sur sa meilleure facette. Je prévois un vieillissement peut-être d'un an, 2 ans, mais c'est un vin qui donne aujourd'hui le meilleur de soi-même. Donc c'est un vin qui est prêt à boire, qui donne du plaisir aujourd'hui. Donc un vin souple, rond, pourquoi pas, avec des mets d'origine orientale. Il y a un peu ce côté nègre doux qui va justement balancer et se marier avec ce côté un peu rond, souple de ce vin. Donc voilà, un vin moderne, bien vinifié. On sent qu'il y a une technique de vinification de pointe et un vin très écoute aussi. I think we can carry on with this. On peut servir le deuxième vin. Donc on change un peu de région également. Nous sommes dans une région de la mer Égée. Donc là c'est assez clair. Pour le charbonnet, c'est un cépage international. On discute beaucoup sur les cépages internationaux et sur les cépages régionaux, les cépages indigènes. C'est un sujet, bon, il ne faut pas l'aborder aujourd'hui.
pour en parler tout un petit peu. Donc on a beau à dire les cépages locaux, oui, bien sûr, mais malheureusement, ce que le consommateur, c'est un cépage qui est reconnaissant des bons vins un peu partout dans le monde. Oui. Est-ce que les cépages autochtones continuent à être développés et implantés, ou alors on va sur la tendance plus classique mondiale? Pardon. Pardon. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir si les cépages autochtones, donc turcs, étaient développés et l'accroissement était visible, ou alors un petit peu la tendance classique, on allait sur du chardonnay, du merlot, du cabernet, etc. Est-ce qu'il y a une volonté de conserver et de développer les cépages autochtones, ou alors la volonté est plus mercantile et marketing? Si je peux me permettre, après je laisse la réponse à Taner, parce que là vous parlez de la Turquie ou du monde en général? Turquie. Alors, moi j'interviens seulement sur la dernière réflexion où vous avez dit justement un peu cette tendance un peu mercantile. Moi aussi je pensais comme vous il y a quelques ans, mais après que j'ai dégusté beaucoup de cépages autochtones, maintenant je parle du monde entier, pas seulement de la Turquie. Après que j'ai dégusté beaucoup de cépages autochtones qui étaient d'un niveau moyen pour être gentil, je dis à ce moment-là, si l'autochtone c'est ça, c'est mieux de faire du cépage international. Mais maintenant je laisse la... Ended with finding out how valuable our own indigenous grape varieties are. Each day, each year, each vintage, there are better and better, winemakings with regards to our indigenous grape varieties. So it's a part of a natural process. By the time you are developing your techniques and you are finding out how valuable treasures that you have. Si je peux rajouter quelque chose, comme j'ai dit avant, j'ai fait un petit passage où j'ai dit un cépage compréhensible, même le nom. Malheureusement, je reviens au mot mercantile parce que j'ai une vision aussi du commerce du vin. Et là, malheureusement, même s'il y a des vignerons qui se poussent à faire des cépages autochtones, et même s'ils font du bon, après, ce vin, il faut le vendre. Hein. Il faut savoir qu'un vigneron, c'est un commerçant, il doit vendre son produit. Hein. C'est un agriculteur, il doit vendre son produit. Donc, des fois, malheureusement, dû à une connaissance limitée du consommateur, si on propose un vin qui a un nom, qui a une consonance étrange, il n'est pas acheté par le consommateur, rien parce qu'il a une consonance étrange. Et malheureusement, aujourd'hui, la vente ne se fait malheureusement plus avec un conseil. Il y a de moins en moins de cavistes qui connaissent le produit qui peuvent conseiller aux consommateurs. Il y a, disons, une façon de vendre, appelons-la de libre service. Donc, c'est le consommateur qui va, il se sert de la bouteille qui a l'étiquette la plus jolie, le nom le plus familial possible. Donc un producteur, soit il a une clientèle de connaisseurs qui peuvent comprendre le vin autochtone qu'il fait, donc c'est à petite échelle, mais à grande échelle c'est difficile de proposer un vin autochtone, disons à l'exportation c'est difficile de proposer un vin autochtone. Soit... Oui. J'ai juste le droit de contredire un petit peu, excusez-moi. Oui, puisqu'on a en plus le directeur du festival Millésime de Grenoble, le plus beau festival de vin et musique de France, qui a reçu donc en plus le titre. Et on a fait venir la Turquie.
Et qu'est-ce qui a plu aux consommateurs à partir du moment où on les initie? Et les cavistes, ils sont bien là aussi pour ça, puisque je suis moi-même dans l'enseignement. Et je vais vous dire que la recherche, c'est bien les cépages autochtones et non pas ces cépages internationaux, même si en Turquie je les apprécie, puisque la semaine dernière à Istanbul, les cépages Cabernet, Sauvignon, Petit Verdot, Merlot sont passés à l'aveugle devant les Bordelais, désolé pour les Bordelais qui sont dans la salle. Mais les cépages autochtones, je les défendrai, et je prononcerai peut-être mal Euküsgozu, mais quand on explique le terme en français, ça parle. Quand on parle de tous ces cépages autochtones, si on les explique, ils nous disent qui ils sont. Donc je viens un petit peu en contradiction, peut-être mon rôle d'enseignante qui me fait dire ça aussi, mais le consommateur, il est prêt à apprendre, et je crois que ces cépages, il faut continuer à les maintenir. D'avance, merci pour tous les vignerons turcs. Vous avez bien raison, je suis d'accord. L'heure assez profonde, c'est un jaune doré avec des très beaux reflets, donc il a une couleur brillante, très attrayante. Pour ce qui concerne le nez, nous avons un nez intense, de belle persistance et d'une qualité très fine. La première impression que nous avons au nez, ce sont des notes bien sûr données par l'élevage en fût de chêne. Donc nous avons des notes de vanille, de café, de toastage, ça pour ce qui concerne le fût de chêne. Il y a des notes de levure, donc je peux penser que c'est un vin qui a été fait avec la technique du bâtonnage. Il y a ce côté un peu levure qui se présente, et après ça, quand on lui fait prendre un peu d'oxygène, nous avons les arômes typiques du chardonnay qui ressortent. Donc, nous avons le côté un peu citrique, qui peut être identifié par la note justement citrique de citron ou de pamplemousse. Nous avons un peu le côté pâte feuilletée, beurre, donc beurre, pâte feuilletée, typique du chardonnay également. Et il y a le côté légèrement minéral de la pierre à fusil, juste à peine affiché dans ce nez. C'est un nez très expressif, là aussi, si vous voulez, d'un style moderne, mais d'une vinification précise et très bien maîtrisée. Ensuite, en bouche, un vin qui est décentré, il se présente avec du dynamisme d'un entrepalais dû à cette fraîcheur apportée par l'acidité. C'est une acidité très bien encadrée, très bien. Et c'est un des ingrédients toastés, de café, de cacao, dû à cette vinification en barrique. Encore beaucoup, je le sens, dû à cette minéralité dans la bouche, que j'ai développé en manière positive, et j'ai encore de l'ampleur et de la persistance. Je reviens sur ce tanin qui s'approprie la perception des tanins, de gras. Donc c'est là qu'il faut peser les tanins qui sont présents dans le vin pour savoir avec quel plat, quelle structure du plat il faut le marier. Donc voilà, encore une fois, un vin de style moderne, bien vinifié, qui franchement à l'aveugle est fait avec un style de vinification de haut niveau, vraiment connaissance de la vinification du chardonnay. Donc un vin très expressif, point de vue technique parfait. Et ce côté un peu minéral, moi je le justifie avec ce sol botanique, en partie botanique, parce que c'est un vin d'un niveau élevé, donc on peut le marier avec notre cuisine élevée. Ça, c'est, disons, la première base de l'accord de vin aimé. Un vin facile, simple et rustique, avec une cuisine simple, facile et rustique tous les jours, et un vin important, avec une cuisine importante. C'est clair que du point de vue du consommateur qui va à un restaurant cher, donc une cuisine soignée, il doit prendre aussi un vin cher, pas ça. Ça fait une addition chère, mais c'est comme ça. Ah oui. Ceci dit, moi je le vois avec des plats
Alors là, on arrive sur l'un des plus importants, même en dimension et historique, producteur de Turquie, la Kavaltrider. Et on revient avec un cépage autochtone, justement, moi je prononce Okuzgozu, mais... Okuzgozu. Ok, Okuzgozu. Et voilà, on parle des cépages autochtones que moi j'aime beaucoup. C'est pas que, ce que j'ai dit avant, c'est pas que j'aime pas les cépages autochtones, je les soutiens. Dans mes sélections de vins, il y a beaucoup de cépages autochtones, mais comme j'ai dit avant, je reconnais également que je ne fais qu'une petite pourcentage, et les gens comme moi, du marché. Donc le marché, malheureusement, est fait par autre chose. Mais c'est vrai, ce que disait madame, tout à fait, la connaissance, le consommateur a besoin de connaissances. Moi, je vois dans ma région, il y a beaucoup de cours sur le vin. Je suis très sollicité pour donner des cours sur le vin, et ça me fait plaisir. Parce que la médiatisation du vin, elle est là. Ok, on part avec ce troisième vin. Premier pour le rouge, où nous avons une très belle couleur. Nous avons une robe assez dense, de couleur rouge rubis assez foncé, avec une bordure légèrement violacée, justement d'un vin qui est encore dans sa jeunesse, et avec également une viscosité qui est bien consistante. Pour ce qui concerne le nez, les arômes sont d'une belle intensité, qui persistent, d'une bonne qualité. Nous sommes sur des notes un peu fruitées, florales. Pour ce qui concerne les notes fruitées, nous avons des notes un peu de cerises fraîches, de prunes fraîches. Pourquoi je dis fraîches? Parce que je ne veux pas que ce soit one, donc il y a ce côté floral un peu fruité. En tout cas, un nez très bien expressif, un nez de caractère entre guillemets primaire et secondaire, donc on sent vraiment le fruit qui est là, qui est à point, et qui n'est pas, disons, entre guillemets, maquillé par un élevage qui le domine. Hein. C'est un vin immédiat, fruité, on peut l'appeler même d'explosif dans son nez pour ce côté expressif. Ok, à l'oxygénation, on a un côté un peu plus fruits macérés. Ça me fait penser par exemple à des fruits de bois, des framboises, des myrtilles, par contre macérés. Il y a le côté également, un petit côté un peu, si vous voulez, épicé, des épices douces. Voilà, en tout cas, ça reste un nez immédiat, flagrant. Encore une fois, facile à comprendre et très plaisant. Ok. Un vin qui descend en bouche, je l'attaque en bouche. Une température moyenne, avec une acidité qui est présente, mais qui est un peu dominée justement par ce côté un peu alcoolotanique. Donc voilà, structure moyenne, caractère un peu austère, si on veut l'appeler, par ces tanins qui, au milieu de bouche, qui se font déjà sentir avec une certaine vigueur. C'est des tanins qui sont bien présents, qui sont quand même intégrés dans la matière du vin. Des tanins qui donnent de l'astringence, mais qui ne donnent pas le côté... C'est au suivant. Celui d'avant. Moi, je l'appelle Okuzgozu, mais moi, il faut c'est lui qui doit prononcer. How do you pronounce the... Okuzgozu. Okuzgozu. Okuzgozu.
Servi? Ok. Alors, on revient avec ce vin avec un cépage, appelons-le international, mais un cépage, on dit d'origine française, mais l'origine serait plutôt orientale, ça c'est à voir. Pour ce qui concerne le vin, nous voyons qu'il a une robe très dense, très profonde, et on voit la matière colorante quand on fait justement passer le vin sur la paroi du verre qui reste très coloré et qui engendre des jambes qui se forment lentement, qui descendent des larmes, qui descendent lentement, des arches assez étroites, et justement qui nous annonce un peu la structure et la richesse de ce vin. Il a une bordure qui commence à avoir une petite couleur ici, où je suis, parce que ça peut être différent dans la salle, avec une petite couleur légèrement jaunâtre, donc qui montre le commencement d'une évolution de ce vin. Pour ce qui concerne le nez, vous sentez que les arômes sont très intenses, très expressifs, de très bonne qualité. Nous avons des notes typiques, si vous voulez, de fruits, mais par contre de fruits macérés. Il y a une certaine évolution dans le côté fruité de ce vin, parce que là, on sent par exemple les cerises ou bien les griottes, mais qui pourraient être même un petit peu sous alcool. Donc il y a un peu le côté du fruit un peu surmûri. Donc on a des griottes de cerises. Là, on sent des notes également de prunes. Cette fois-ci, nous sommes sur des prunes séchées. Il y a le côté un peu épicé également sur des notes un peu de poivre noir et une petite note, un côté légèrement végétal qui nous fait penser à des notes végétales comme la fougère. Donc voilà, il y a un nez plutôt expressif, un petit peu évolué, très riche et également très mûr. Nous avons quand il rentre en bouche, c'est l'impression d'un vin riche, structuré. Et là, nous l'avons grâce à ce côté un peu chaleureux qui est donné par l'alcool, qui est bien présent dans ce vin. Le côté fraîcheur se fait sentir dès l'entrée en bouche, donc qui balance un peu la structure de la dégustation. Grâce à ces tanins qui se font sentir, on va vers un vin un peu plus austère, un peu plus sévère, mais en même temps des tanins fins, des tanins bien polis. Ce n'est pas des tanins granuleux, c'est des tanins bien polis, des tanins bien mûrs, et des tanins qui sont équilibrés, bien qu'aujourd'hui on les sent un petit peu au-dessus de l'équilibre de ça. Quelque chose à donner. Et cette finale, qui aujourd'hui pourrait paraître un peu de moyenne longueur, pourrait justement de l'insurant. Et donc c'est un vin, on peut l'appeler d'un vin riche, structuré, imposant, de style moderne. On fait servir le vin suivant, mais on parle encore de ceci. Donc là aussi, une interprétation, si vous voulez, moderne de la Syrah. La Syrah, c'est un cépage que j'aime beaucoup. C'est une interprétation il faut aller découvrir. C'est un vin qui se donne et qui se fait comprendre, disons, assez facilement.
grâce à ce côté un peu imposant, un peu riche, moi je vais là, je vais me marier avec. Moi j'ai une prononciation un peu plus internationale. C'est un vin assez curieux parce que c'est un vin, un assemblage, vous voyez les raisins, il y a de la Syrah du Cabernet Sauvignon, le Merlot des Cabernet Franc. On va l'appeler de vin français d'origine. Oui. Ce qui est intéressant, c'est l'origine de ces raisins qui viennent un peu des quatre coins de ce vin, qui a une très belle robe, assez dense, encore une fois, vous voyez la matière colorante qui colle aux parois de ce verre et qui reste nous fait penser à un vin assez riche. La couleur qui est un rouge rubis avec quelques reflets grenats et une bordure qui est encore violacée mais qui commence à avoir une certaine tendance à avoir une petite touche de jaunâtre, tout en étant dans une salle que n'est pas tout à fait adaptée à l'examen visuel des vins. Pour ce qui concerne le nez, nous avons un nez d'une belle intensité, assez expressif. Nous avons les deux côtés, c'est-à-dire le côté fruité et le côté si vous voulez, secondaire, où on a des notes un peu plus épicées, fumées. Donc, petits fruits de bois, des myrtilles. Il y a une petite note également de sureau. Et après, il y a le côté un peu plus épicé. Et là, nous avons des notes un peu d'épices douces. Il y a le côté également, là, qui se ressent un peu plus. Là, on pourrait dire également des densités, de souple, avec une très belle présence de l'alcool utilisant de la chaleur. Donc, il est vrai que, dès sa première impression, il est assez chaleureux. Ensuite, nous avons l'acidité qui est présente, ils ont de la fraîcheur, mais cette acidité est un peu en arrière-plan. Le côté qu'on sent le plus mis en avant, c'est le côté un peu souple. Moi je dirais moelleux, mais c'est vrai qu'il y a c'est un terme en français, on approche d'un dernier sucré, c'est pas le cas, mais justement c'est une bouche riche, structurée, étoffée et très goûteux, avec une très belle extraction. C'est un vin qu'on pourrait dire un vin à mâcher, parce qu'on a vraiment de la matière à mâcher au milieu de bouche. Ensuite, il y a le côté savoureux, c'est un vin également savoureux. C'est un vin qui sont bien présents, ils se sont purs, encore une fois, ce sont des tanins riches, mais bien polis. Ce sont des tanins qui ne laissent pas de végétal, qui ne laissent pas d'amertume, qui laissent bien sûr la stringence en bouche, mais c'est des tanins vraiment compacts, encadrés dans la matière du vin et fin. Une bouche persistante. Cette fois-ci, on a un vin qui a une très belle longueur. Il est très expressif, même dans sa longueur. Alors, une vinification très bien maîtrisée. On sent un peu, si vous voulez, l'apport soit du climat méditerranéen qui donne un peu cette attaque ronde de sucre, mais bien dur, et le climat continental qui donne par contre des tanins qui sont bien présents. Mais qui font justement l'équilibre et l'harmonie de ce vin. Donc, c'est une imitation parfaite, techniquement irréprochable. Et ensuite, de l'assemblage, non seulement des 4 cépages, mais des 4 provenances. Donc, bien sûr, là, encore une fois, moi je trouve toujours les 20 étoiles de terroir, c'est important, mais faut-il qu'il faut un homme qui interprète ce terroir. Et là, l'interprétation de l'homme était celle de l'assemblage. Oui. Des questions? Au niveau de l'assemblage, est-ce qu'on pourrait avoir une connaissance des différentes pourcentages qui composent le vin? Oui, là, je laisse la parole au producteur qui, je pense, est présent, et comme ça, vous pourrez expliquer parfaitement le vin. 29% Shiraz, 41% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc, and 10% Merlot.
Maybe the regions also. The bull turkey. Yes. Okay. Okay. Dans ces intenses, dans ces riches. Et nous avons dans cette première approche, la première impression que nous avons, c'est un vin qui est bien méditerranéen, qui correspond à la maturité du fruit que nous trouvons dans ce vin. Donc là, on sent un peu soit la maturité, soit l'évolution du fruit. Nous sommes justement sur des notes de prunes assez sèches. Nous avons des notes un peu de cerises, mais là, ici les cerises sous forme de cerises flambées ou de fruitées aux cerises. Donc, voyons l'expression de la cerise sous différentes facettes. Il y a un petit peu le côté fumé qui est bien présent, et très plaisante. Et vous avez le côté également minéral qui ressort un petit peu. Donc c'est un nez très expressif et un nez de bonne richesse. Ensuite en bouche. Les premières 3 secondes qu'il est en bouche, le vin correspond à ce qu'on avait au nez. Un nez, on avait un vin très austère dans son expression, surtout dans sa finale de bouche. Encore une fois, je vous fais noter qu'en finale, on a des tanins, bien sûr, c'est un vin tannique. Encore une fois, on n'a pas ni amertume, ni côté végétal. C'est très important. En finale, style un peu plus austère, mais qui est là, qui fait sentir sa présence. Donc, une finale riche, structurée, avec ce côté un peu viril. Mais c'est ça qui fait le charme de ce vin. Si vous voulez, en principe, les cépages autochtones ne sont jamais, si vous voulez, trop souples. C'est pour ça que, malheureusement, ce sont des cépages un peu plus, comment dire, un peu plus faciles à comprendre qui ont trouvé leur place dans le monde entier. Voilà, ces cépages autochtones ont toujours ce caractère un peu rustique, un peu plus violent, si on peut l'appeler, mais qui ont une certaine personnalité. Après, on les aime, on les aime pas, mais c'est une personnalité qui s'affiche, qui ont le caractère au vin, et qui, pour moi, doit à double facette, à l'attaque ronde et la finale un peu plus virile, qui doit être, bien sûr, accordée à une cuisine, encore une fois, goûteuse, à une cuisine riche, une cuisine du terroir, une cuisine, si vous voulez, campagnarde. C'est un vin qui pourra accompagner un repas, disons, un repas de fête, pas une cuisine gastronomique, une cuisine voilà, campagnarde, goûteuse. On a besoin justement de quelque chose de viril pour accompagner ça. Est-ce qu'il y a des questions? On va poursuivre avec le dernier vin. Un vin que, encore une fois, il a une robe très profonde, très dense, très riche, une très belle maquette couleur avec une couleur rouge assez foncée et le reflet dans sa bordure qui commence à se teindre un peu de jaunâtre. Encore une fois, la viscosité est consistante avec des larmes qui descendent dans le vent. Les larmes, c'est froid et nous annonce
justement la richesse de ce vin. Un vin qui s'exprime dans son nez, la première impression qu'il nous donne, c'est un vin d'évolution. Là, nous sommes sur des notes un peu, nous avons un peu de complexité, avec des petites bouteilles de bois, mais encore une fois, très mûr. Donc c'est un nez riche, expressif, qui témoigne d'une vendange importante qui concerne la richesse du soleil, qui va nous annoncer un vin qui pourra être assez structuré et riche en bouche. Je donne la parole à Juste une petite question toute bête. C'est vrai que je me mets dans la place d'un consommateur. J'ai vu que c'était Keira Imperial Shiraz, donc très majoritairement Shiraz 2005. Est-ce qu'il y a une relation entre 2005 millésime et la Syrah était tellement belle qu'on a fait une cuvée spécifique? Puisqu'avant, en 2006, on était sur un assemblage plus autochtone, entre guillemets. Donc, est-ce qu'on peut parler aussi, parce que quand on va en vacances, on se dit il fait toujours beau, donc on pense moins à la notion millésime comme on peut avoir en France. Oui. Est-ce que là, c'est vraiment un choix délibéré par rapport au millésime ou par rapport à la production et à l'encépagement basique? Là, c'est une question que vous posez à moi ou vous la posez plutôt au producteur? Plus au producteur. Ouais, voilà. Plus au producteur. The producer can answer. If I understand right, the previous blend was Kuzgüzü and the other grapes, and this is just Syrah. Yeah, and it's Syrah and Petit Verde. And your question is, it's because of the vintage or? Yes. Is it because of the vintage you choose Shiraz in majority, or in the front of the great varieties you got on your vineyard? Imperial is the highest brand, and every year we look our best wine, and we just try to make the blend of the year. It's like a winemaker's gift. In 2005, it was Shiraz and Petit Verde blend, was the perfect 100% for the Imperial blend. And in 2006, it was Kuzgüzü plus the others. And 2008 is Cabernet Sauvignon. And 2009 is coming like Cabernet Merlot. Every year it's changing. Imperial is the brand name. Every year we just try to select the best of the year. So it's a vintage of the most good red varieties. Yes, yes. It shows the vintage. I mean, this is the best of the vintage. Thank you. You're welcome. Si je peux, en fait, c'est pas que des millésimes, le vigneron qui arrive à interpréter bien la matière qu'ils ont à travers les vignobles qu'ils ont à soigner, ils arrivent à sortir de belles choses. Ça dépend des moyens qu'ils ont à disposition, bien sûr. Mais voilà, moi je pense que, par exemple, les livres que j'ai, il y a des livres anciens, la notion des millésimes doit être un peu revue parce qu'aujourd'hui on arrive à maîtriser, je dis mieux, c'est la phase viticulture de produire un caractère à eux-mêmes, surtout des cépages autochtones, justement avec ce caractère un peu plus, si vous voulez, un peu plus viril, un peu plus pur, mais justement qui font sentir leur caractère. Maintenant, je laisse la parole à Taner pour conclure la dégustation. Et voilà. Ah, il y a une question. Je voudrais simplement vous poser une question. Oui. J'ai fréquenté la Turquie pour des raisons professionnelles. Là, vous avez fréquenté? J'ai fréquenté la Turquie pour Ah, des oui. raisons professionnelles dans les années 1970. Et à l'époque, je n'ai pas à souvenir qu'on m'ait proposé quoi que ce soit, si vous voulez, en matière de vin. Donc, depuis combien de temps y a-t-il eu un développement, si vous voulez, sur tous ces vignobles, toutes ces propriétés? Let me answer this question. You know, Anatolia,
where Turkey is situated, has one of the deepest history in winemaking. And if we concentrate on the last, let's say, 30 years, wine industry get better and better after 1980s, because before that the economy was a closed economy, and after that year they changed the rules and regulations of the economy, and they opened it, and so the tourism gets better and better. By the time more tourists came to the country, the appreciation of good wine, of course, and wine culture increased. And as the winemakers saw this involvement, they made shift in their production techniques so that they can give a good reply to this demand. So it became, an involvement and evolution. They started to plant also not only indigenous grape varieties, but the international noble grape varieties by the end of 1980s. Also, it was another revolution in Turkey. So when they saw that they can many good wines with the indigenous ones, but also with the international wines, this increased the acceleration of good winemaking. Of course, in this period, not only Turkish winemakers, but there were also international famous enologues who helped in giving consultation to the wineries. So we can say that after 1980s in Serbia. Thank you. Thank you. Thank you. I would like to also finally give a final thank you to you for attending to our tasting. We will have some other tastings during Winexpo. Tomorrow, with Annie Crozet, she will be giving a third tasting at 11 o'clock, and the program is really full with the best of sommeliers in France and in Europe. Also today we would like to finish the tasting with some other wines. If you like to do some more tasting, we are ready, and our winemakers are here. And once more, thank you for coming. And thank you. Donc une vidéo pour les vins turcs, Ok. pour eux. Et M. Tanner aurait souhaité qu'on vous pose une question. Oui. Attendez, on va essayer de se mettre avec si vous pouviez avancer un petit peu. Il faut les connaître, voilà. Il faut les connaître, mais on va peut-être attendre que Tanner... Il faut attendre et après... Pas trop. Donc, attendre, et donc, c'est un petit peu écarté de la... Pour moi, franchement, je n'y vois pas... Non. Ben, écoutez, aujourd'hui, on peut faire même des vins plus concentrés. Mais la couleur, ça ne veut pas dire qu'après le vin est bon. Parce que moi, je me concentre dans ma dégustation sur la bouche. Parce qu'aujourd'hui, la couleur, on peut entre guillemets la faire. Le nez également. La bouche, on ne peut pas tricher. Donc, moi, a priori, par contre, je me méfie si je trouve un vin qui est trop concentré en couleur. Parce que, sauf, disons, justement, si on prend une grande syrah, des grands terroirs, ça c'est autre chose. Mais disons, dans les vins, entre guillemets, normaux, moi je me méfie d'une couleur trop concentrée. Le syrah reste sombre en vieillissant ou pas? Ou il peut s'éclaircir de façon générale? Enfin, moi, je suis amateur, il change, oui, il change un peu, parce que la syrah... Il devient tuilé. Ouais, mais alors il faut attendre. Parce que par exemple, si vous prenez, je sais pas, entre le merlot et la syrah, le merlot, il voyage à double vitesse qu'une syrah pour ce qui concerne la teinte. C'est-à-dire que la syrah, il garde le côté un peu violacé plus longtemps, tandis que le merlot, après 3-4 ans, il est déjà sur la couleur grenat. Mais moi, je trouve qu'une syrah 2005, il a 6 ans, une couleur tout à fait correspondante. Absolument. Et justement, pas les syrahs d'Australie ou de... Ah non, voilà, justement, là, on peut la faire, la couleur. On l'a fait, voilà. Donc moi, je préfère un vin qui est
entre guillemets, dépouillé de couleur, mais qu'il a du goût en bouche. Tu vois ce qui m'intéresse à la bouche. Oui, bien sûr, bien la sûr. couleur, Vous l'avez- je ne dois pas regarder le vin, je dois le boire. Parfaitement décrit. Ok. Vous êtes de quelle origine? Italien, Italien, et suisse d'adoption. D'accord. Je ne suis pas arrivé au début, donc. 15 secondes? Une minute. Non, c'est pour savoir si c'était justement une minute ou un quart d'heure. Une minute. Ouais, ok, très bien. Vous me dites quand c'est bon, hein? C'est bon. C'est bon? Well, I think Turkey have a great potential because it's a pretty young region. Well, it's one of the oldest region for the vines in the world, but for the modern winemaking style of wine is a modern region. So I think in Turkey they have to discover the great terroirs. So I think they have the potential to increase more and more the quality of the wine. They have time to understand the terroir, and they have time to adapt the winemaking style to the potential of the terroir. So I think in Turkey they have a lot of potential in the next 30, maybe 40 years. C'est bon, ça va?